Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Ça fait un petit paquet de bout de temps qu'on n'a pas reçu sur ce plateau. C'est Mansour Kamardine, il est avec nous. Mansour, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler évidemment politique tout à l'heure. Le logo qui est derrière vous le démontre. Mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur un fait qui avait marqué l'actualité, c'est l'affaire du ciment, et notamment entre Lafarge et Balou. On se souvient très bien de cette histoire. Les médias, et notamment Kwezi et France Mayotte, avaient largement médiatisé et titré sur ce qui se passait, parce que les faits semblaient graves. On parlait de Chrome 6, donc on parlait de la santé de nos concitoyens. Mais voilà que la justice a tranché il y a de ça quelques semaines. C'est passé quasiment inaperçu dans la presse. Qu'est-ce qu'a décidé la justice là-dessus ? Alors, je suis heureux que vous reveniez sur ce sujet parce qu'il est vrai que, en tout cas, chez les politiques, nous en souffrons énormément. Quand un politique est épinglé, ça fait la une. Et une fois qu'il est lavé par la justice, personne ne s'y intéresse. Donc, je suis content que vous reveniez. Dans cette affaire, il y avait en réalité, il y a depuis quelques années, sous-jacent, disons, la guerre des ciments. Parce qu'il y a deux opérateurs avec un certain nombre de revendeurs, notamment assez gros. Et je peux dire aujourd'hui, puisque ce n'est plus un secret, que M. Balou avait été approché une fois par un certain nombre d'opérateurs pour lui demander de convenir d'un système entre eux pour vendre le ciment plus cher aux Mahorais. Et Balou, parce que c'est une vieille société mahoraise qui a pignon sur rue et qui inscrit ses intérêts ici à Mayotte, il ne fait pas partie de ceux qui sont de passage, eh bien, a refusé en disant non. Moi, je suis d'ici, je vends le ciment au prix que ça revient et je participe par ce biais-là, à la construction de Mayotte. Et donc, quand ils n'ont pas réussi à le mettre avec eux, eh ben, ils ont tenté des procès avec des dénonciations, ainsi de suite. La justice, c'est son droit, a fait les vérifications et effectivement il a rendu une décision dans laquelle les choses sont les plus limpides. C'est qu'effectivement il y a une ordonnance de non-lieu à suivre qui a été rendue, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il n'y a rien à fouetter un chat. Voilà. Et, alors ça veut dire quoi, et Balou, je dois vous dire qu'il en avait beaucoup souffert, sans le trahir. Il avait perdu jusqu'à 10 kilos lorsque cette affaire est apparue. Bon, ça lui a permis également de bien, formaliser les procédures d'implantation de ciment, ce que ne faisaient pas non plus les autres concurrents. Mais il a bien formalisé les procédures et aujourd'hui, je crois que les services publics ont vu que c'était une entreprise très sérieuse. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire ? C'est que quand on est sur un marché concurrentiel, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de cadeaux et tous les coups sont permis. Et surtout quand on est sur un petit territoire comme celui-ci avec une population de 200 000 habitants, donc c'est un marché petit, on essaie d'étouffer, on essaie de, comment dirais-je déjà, d'organiser de telle manière à ce qu'il y ait un prix qu'on sorte de la concurrence normale et qui est un prix commun, et on se partage les parts du gâteau, et quand on ne le fait pas, ben on essaie de vous étouffer. Je crois que clairement Balou a été victime d'une dénonciation calomnieuse. Je ne sais pas ce qu'il fera, mais je ne serais pas étonné si un jour il envisageait d'engager une procédure justement contre ces dénonciateurs. Alors c'est vrai que le résultat du tribunal le dit assez clairement, mais il précise également qu'il y avait tout de même des dysfonctionnements chez Balou. Vous en parliez à l'instant, en termes d'organisation, mais pas forcément au niveau du Chrome 6, mais en termes d'organisation et de contrôle. Oui, en termes d'organisation et de contrôle. Mais cela étant, vous avez vu que tous les opérateurs ont été... Balou n'a pas été mis en examen. Les autres opérateurs ont été mis en examen. Ça veut dire que chez ceux-là même qui dénonçaient n'avaient pas forcément le cul propre. Vous savez ce proverbe africain qui dit que lorsqu'on monte sur un cocotier, il faut s'assurer qu'on a le cul propre. Hein? Donc là, on a vu que ce n'était pas le cas. Ma foi, les choses finissent bien. Balou est désormais à pignon sur rue en termes d'importateur de ciment, mais tant mieux pour lui. Puis voilà. Ça avait failli coûter cher quand même, excusez-moi, on lui avait bloqué une partie de sa marchandise, hein, oui, financièrement ça avait été presque un coup fatal à un moment. Oui, non, mais il a subi de lourds préjudices dans cette affaire. Mais la justice, c'est ça aussi, le temps qu'on procède à des vérifications et autres,
Mais oui, il a subi un préjudice économique et financier Donc selon vous, colossal. sur ce coup-là, la justice a été juste. Est-ce que la justice est toujours juste? C'est la petite phrase philosophique. Hein. Oui, bien sûr. La justice est toujours juste. Parce que la justice, elle est rendue par des hommes et des femmes. Si on veut philosopher, je dirais seule la justice divine, elle ne se trompe pas. La justice, elle est juste, mais comme elle est humaine, elle peut se tromper, elle est empreinte d'erreurs et autres. Donc, mais de convention, le peuple français a admis qu'il n'y a qu'une seule vérité qui va, et c'est la vérité judiciaire. Et la vérité judiciaire a dit que s'agissant de Balou, il n'y avait pas de dysfonctionnement de nature pénale. On referme le volet Balou, si vous en êtes d'accord, évidemment, et on attaque la politique. Donc on change de casquette, si vous êtes d'accord, Mansour Kamardine. Hier, dans quel jour on est? Mardi. Donc avant-hier, pardon, à la permanence de chez Ladjo. Non, ça s'est passé au conseil départemental. Si vous voulez parler des événements politiques du week-end. Exactement. Ça s'est passé à la permanence, au conseil départemental. Eh ben, il y a eu effectivement, on le voit dans France Mayotte, on l'a lu dans France Mayotte, des républicains qui sont auditionnés par des républicains. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Non, c'est tout simplement, vous savez, nous avons ouvert au mois de mai dernier les candidatures aux législatives, aux sénatoriales. Et nous avons enregistré jusqu'à dimanche, puisque conformément aux instructions que nous avait données le Conseil national, nous avons reçu les candidatures jusqu'à dimanche 25 septembre. Et nous avons enregistré une dizaine de candidatures. 6 dans la première circonscription et 4 dans la seconde circonscription. Et on nous avait demandé, pour aider à finaliser la décision d'investiture, d'auditionner les candidats. Et donc, le comité départemental a été convoqué, tous les candidats étaient conviés à venir s'exprimer. Ils ont eu chacun 5 minutes d'intervention pour dire leur ambition pour Mayotte. Et puis, à l'issue de cette intervention, il y avait un débat avec la salle. Ils répondaient à des questions pendant 5 minutes. Et tous les candidats, les 10 candidats, ont passé, on va dire, ce grand oral. Alors, voilà. Tous les candidats, oui, donc vous aussi, puisque vous êtes candidat. Y compris moi, oui, bien sûr. Il n'y a pas un peu sûr. conflit d'intérêt, là? Vous êtes candidat et vous êtes président des Républicains et donc vous faites passer l'audition? Alors, premièrement, il n'y a pas de conflit d'intérêt. Je dirais probablement en raison de mes origines professionnelles, du respect du contradictoire et du souci de transparence, j'avais demandé au bureau à ce que cette séance soit présidée par le sénateur Ladjo. Ah d'accord. Donc c'est pas le président des Républicains, vous, qui l'avez présidé. J'ai ouvert la séance et j'ai dit qu'à cet instant, je me mets au même pied d'égalité que tous les autres concurrents. Et du coup, effectivement, on nous a invités à quitter la salle pour ne pas entendre les interventions des uns et des autres, pour éviter les pugilats, si je puis dire. Et donc, nous sommes tous sortis. Enfin, ça a été tiré au sort et par un jeune qui était dans la salle. Il a tiré au sort les 10 candidats et on a fait passer, selon l'ordre du tirage au sort, l'ensemble des 10 candidats, alors y compris moi. On dit que le jeune, c'était Sobadine, mais c'est pas possible parce qu'il n'était pas là. Non, je parle... non, le président Sobadine est tout aussi jeune, mais il n'était pas là, effectivement, parce qu'il est aux Açores, dans le cadre des réunions des gestions des fonds européens. Qui va décider, au final, de qui sera, non pas candidat à la candidature, mais candidat? Est-ce que, une bonne fois pour toutes, est-ce que c'est Paris qui décide? Est-ce que c'est Mayotte qui décide de son côté et qui envoie sa proposition à Paris, et Paris qui a le dernier mot? Ou c'est Paris qui décide tout seul? Non, c'est Paris qui décide. Que les choses soient claires. Nous appartenons à une grande formation politique qu'on appelle les Républicains. Ce parti a des règles, il y a un statut, il y a un règlement de fédération, et le règlement de fédération qui régit les relations entre les différentes instances est clair sur ce point. S'agissant des élections locales, rappelons ce que c'est que les élections locales. Les élections locales, ce sont les élections municipales, ce sont les élections, mais des communes de moins de 30 000 habitants. Les communes de plus de 30 000 habitants sont investies par le Conseil national, donc par Paris. Les communes de moins de 30 000 habitants, les conseils départementaux, voilà, ça c'est la fédération
qui les investit. S'agissant des élections nationales, les élections nationales sont les élections législatives, ce sont les élections sénatoriales, c'est l'élection présidentielle. Ces 3 élections-là, les investitures sont données par le Conseil national. Et donc, ce sera le Conseil national. S'agissant des investitures législatives, ce sera le Conseil national qui décidera des investitures, comme ça se fait pour l'ensemble des 101 ou 104 fédérations, les républicains. Oui, mais est-ce que la fédération de Mayotte... Et s'agissant de Mayotte, vous me posez la question, vous les répondrez aussi à ma place. S'agissant de la fédération de Mayotte, comme des autres fédérations, il y aura des avis qui seront sollicités. On nous a demandé déjà de procéder à cette audition, cet exercice est fini. Tout le monde nous en donnait acte, ça s'est très très bien passé. Je vais saluer tous les intervenants, notamment les candidats à la candidature. Ils ont fait des belles prestations. Ensuite, il y aura un PV de ces auditions qui sera dressé, un compte-rendu, dans lequel on dira voici ce qu'a dit un tel, voici ce qu'a dit un tel. Ça sera transmis donc, au Conseil national. Ensuite, si le Conseil national le souhaite, ce n'est pas une obligation, mais s'il le souhaite, elle demandera des avis, et singulièrement à ce qu'on appelle les principaux responsables de la fédération. Ce sont les parlementaires, donc dans le cas d'espèce, ce sera l'adjo, le président du conseil départemental, Sobadini Ibrahim, et naturellement le président de la fédération, moi-même. Mais on nous demandera éventuellement des avis, et donc on verra bien. Politique toujours, mais au niveau national. Alors, on le voit, parce que je crois que c'est demain ou après-demain, je crois, on reçoit Joëlle Melin, la députée européenne du Front National. Ça y est, Isabelle le disait tout à l'heure, le balai des gens qui font de la politique en métropole va se mettre en place, y compris sur Mayotte. On va voir ce visite. On a le sentiment que du côté des Républicains, on est en permanence, pour la grande majorité des candidats à la présidentielle, on est en train de courir derrière le Front National. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné ou à un autre, de se positionner autrement que par rapport au Front National? Certainement, mais il faut aussi se poser la question. Moi, c'est vrai que c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup de gens. Mais en même temps, il faut se poser la question. Est-ce que sur tous les sujets de préoccupation des Français, on doit laisser... le Front National s'exprimer seul, ou parce que le Front National a dit, nous ne pouvons pas dire. Moi, je crois que ce n'est pas ça la République. Nous avons notre ADN, nous, à la droite républicaine, nous avons notre ADN. Le Front National a son ADN. Le Front National peut dire ce qu'il veut. Nous disons ce que nous voulons. Et puis voilà. Donc, il ne faut pas non plus voir à chaque fois que nous sommes derrière Marine Le Pen. On peut avoir des sujets de sensibilité. Moi, je ne vous cache pas, sur un certain nombre de sujets, je suis un peu en décalé par rapport à ce qui peut être dit par tel ou tel candidat. Mais ce n'est pas parce que tel ou tel candidat a dit telle ou telle position qui n'est pas forcément la mienne, de voir toujours la main du Front National. Sinon, c'est ce qui a permis justement au Front National de progresser, parce qu'à chaque fois, on a dit, si on le dit, c'est parce qu'on copie le Front National. Alors, je prends un sujet, le sujet de l'immigration. Le sujet de l'immigration. Je vois même François Hollande Nsimé, il veut maintenant supprimer définitivement... Sangat, je ne sais plus comment on appelle. À Calais, là-bas à Calais. Bon, je vois, s'agissant de Mayotte, les problèmes de l'immigration ou de sécurité, ce sont des problèmes qui préoccupent les Français, qui préoccupent les Mahorais. On n'a pas besoin forcément de Marine Le Pen pour le dire. Nous-mêmes, nous, on le dit. Et qu'en le disant, on est du Front National. Je me souviens à plusieurs reprises, ici même à cette antenne ou ailleurs, quand j'ai parlé de ces sujets-là, on nous a traités de tous les noms. Heureusement que nous avons été fermes en disant non. Nous disons ce que nous vivons, parce que ceux qui ne sont pas là ne peuvent pas comprendre ce que nous vivons. Il nous reste 2-3 minutes pour ce temps de parole, Mansour Kamardine. J'aimerais qu'on revienne Ça passe vite. Ça passe très vite. Qu'on revienne sur l'actualité, et notamment la une de France Mayotte. Alors, pas forcément la une de France Mayotte, mais le thème utilisé par la une de France Mayotte, c'est les salariés de la Smart. C'est quelque chose qui est en train de monter en pression. Alors, on nous dit, ouais, la Smart, faut pas non plus exagérer. Ouais, mais c'est aussi important, proportionnellement parlant, que l'affaire Alstom en métropole, proportionnellement parlant. Votre sentiment, quelle est la solution pour régler ce problème? Et quel est le problème réellement? Alors, je ne connais pas le problème réellement à ce stade. Ce que je dois dire, c'est que j'ai eu déjà l'occasion de le dire ici, la Smart est une société mahoraise. Elle doit pouvoir continuer à exercer au port de Longoni.
nous avons mis toute notre énergie au port de Longoni, ce n'est pas pour qu'ensuite on chasse les Mahorais qu'ils n'aient pas à pouvoir travailler là-bas. La SMART doit avoir toute sa place. Il faut que les opérateurs là-bas et les différents responsables du conseil départemental trouvent un modus vivendi qui permette de garantir à la SMART son existence. Donc clairement, vous soutenez la SMART dans ce combat. J'ai eu l'occasion de le dire, ce que j'ai dit. Je ne sais pas si c'est un soutien à la SMART. Ce que j'ai dit tout simplement, c'est que la SMART ne doit pas quitter le port de Longoni. Voilà. Ça, c'est impensable. Hein. Je ne peux pas l'imaginer un seul instant qu'on arrive à chasser la SMART pour installer d'autres opérateurs. Un mot sur la ministre. Son premier déplacement, elle le réserve à Mayotte. On l'a salué dans cette émission. Si vous voulez, moi aussi, je le salue. Voilà, mais si vous voulez. Si vous voulez, pour anticiper, puisque vous n'avez pas beaucoup de temps, si elle vient en balade, qu'elle aille découvrir le lagon. Si elle vient inaugurer des bonnes fontaines pour des clandestins, dans la lignée de son prédécesseur, il le fera. Qu'est-ce qu'attendent les Mahorais aujourd'hui de cette ministre ? Des réponses très précises sur les questions qui les préoccupent, sur les questions de sécurité, sur les questions d'immigration, sur les questions de l'école. Parce qu'il y en a marre qu'à chaque fin d'année scolaire, aux alentours du mois de avril-mai, on procède à un recensement scolaire. On a un certain nombre d'enfants qui sont susceptibles d'être scolarisés et à la rentrée, on a une augmentation de 30-40% d'enfants dont on ne sait pas d'où ils viennent. Et après, on vient nous expliquer qu'il manque des écoles. Il ne manque pas d'écoles. Non. Les enfants, si on scolarisait les enfants de Mayotte, quand je dis les enfants de Mayotte, pas forcément nés seulement des Mahorais, mais des enfants dont les parents sont en situation régulière, les enfants Mzungu, les enfants Mahorais, tous ceux qui sont censés être à Mayotte, on aurait eu suffisamment de classes. Mais on ne peut pas, cette course-poursuite entre le recensement et la rentrée avec les enfants qui sont laissés au bord de nos rivages, nous ne parviendrons jamais. On n'a plus de terrain pour cultiver. Ça veut dire quoi? Les écoles françaises d'abord aux Français, c'est pas des slogans qui vont courir derrière le Front National, ça? Franchement, vous n'entendez pas ce que je dis. Quand vous dites ailleurs, quand vous dites que les écoles doivent être réservées aux Mahorais et aux Mzungu, les Mzungu c'est les Français essentiellement. Vous écoutez ailleurs quand je parle. J'ai dit tous ceux qui sont en situation régulière. Oui. Et ceux qui sont en situation irrégulière, il y a aussi des Comoriens, des Malgaches, des Africains, des Européens. Donc en clair, les enfants qui sont issus d'une famille en situation irrégulière ne doivent pas aller à l'école en France. Surtout, on doit protéger. C'est pas ça ce qu'il dit. L'enfant, quand il est là, il faut qu'il aille à l'école. Mais on doit éviter que tous les soirs, on vienne lâchement jeter sur les rivages de Mayotte des enfants en espérant qu'ils seront récupérés, qu'ils seront à l'école. Il faut peut-être, et là nous avons une part de responsabilité, d'aider le gouvernement comorien à ce qu'on construise des écoles là-bas. Probablement qu'on demande à des enseignants volontaires qui aillent dispenser des formations là-bas de façon à les encourager, parce que nous ne pourrons pas ici encourager la venue de tout le monde. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas répondu à la question. J'ai répondu à votre question. Simple. Est-ce qu'un enfant issu d'une famille en situation irrégulière sur le territoire de Mayotte, c'est-à-dire français, doit aller à l'école ou pas, selon vous? J'ai dit oui, il faut y aller. Mais vous ne l'avez pas là aussi entendu. Réécoutez les bandes. J'ai répondu à cette question. J'ai dit oui. Et j'ai dit, mais ce qu'il faut faire pour éviter que cet enfant se retrouve ici, il faut qu'on empêche les Kwasakasa qui viennent de la mort, qui viennent les débarquer, de venir, de pouvoir accoster nos rivages et d'aider. Vous voyez, moi je suis humain, j'ai un cœur et je suis fier quand on peut dispenser notre langue et notre culture, y compris dans les pays de la région. Je voudrais, puisque vous ne me poserez pas la question parce que vous avez peur d'Azali, réagir par rapport à ce qu'a dit Azali hier soir à la tribune de l'ONU, mais probablement aussi vous ne l'avez pas vu, dire que aussi longtemps que les dirigeants comoriens se comporteront comme ça. Dire aux Comoriens, vous allez à Mayotte parce que vous êtes chez vous. Et fermer les yeux à ce qui constitue le plus grand cimetière de tous les soins indiens, ce bras de mer entrant en jouant et en dénonçant lâchement le visa, je crois qu'ils ne rendent pas compte à leur population. J'ai toujours dénoncé cette situation en disant que probablement dans l'esprit des dirigeants comoriens, ils se disent qu'ils n'ont pas les moyens d'entretenir
d'apporter des réponses aux questions sociales, économiques qui se posent à leur pays et à leur population. Et ils disent lâchement, bon débarras, prenez-les quoi ça. Si vous restez au fond du lagon, eh bien, tant pis. Si vous y arrivez là-bas, tant pis aussi. Et je crois que ça, c'est lâche. Et donc, je veux leur dire encore une fois, ce n'est pas la meilleure solution. Mayotte a fait le choix de la France. Nous avons fait le choix de la France, nous resterons français aussi longtemps que nous resterons dans ce choix-là. Et donc, prenez vos responsabilités en main, car les populations qui vous font confiance ont besoin d'être rassurées, ont besoin à ce que vous répondiez à leurs préoccupations. Mansour Kamardine, vous restez évidemment avec nous dans quelques instants. Il va y avoir le Allo Kwesi, bien évidemment. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.